C'est une loi explosive qui fait énormément polémique avec réintroduction de pesticides, agrandissement des élevages, la loi du plomb, une loi attendue par certains agriculteurs mais hautement contestée par les défenseurs de l'environnement et par des scientifiques, a définitivement été adoptée ce mardi par le Parlement français. Mais alors, que contient vraiment cette loi et pourquoi fait-elle autant parler? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour sur YouTube et en podcast audio. Alors ce mardi, cette loi visant officiellement, je cite, à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, a été votée à 316 voix. 316 voix qui viennent principalement du camp présidentiel, des députés de la droite et des députés de l'extrême droite, tandis qu'en face, 223 députés ont voté contre et 25 députés se sont abstenus. Et cette loi, elle était portée par le sénateur Les Républicains Laurent Duplomb, c'est donc lui qui a donné son nom à la loi, et elle était aussi portée côté Sénat par le sénateur de l'Union centriste, Franck Menonville. Alors d'où vient cette loi? Qu'est-ce qu'elle contient? Eh bien, cette loi, on le disait, elle a pour objectif affiché de répondre à la colère des agriculteurs qui avaient grandement manifesté à l'hiver de 2024. On avait à l'époque couvert et fait des reportages pour suivre la situation. Cette loi, elle vise notamment à alléger certaines contraintes réglementaires concernant l'agriculture, mais aussi à faciliter, je cite, la compétitivité du secteur, donc le secteur agricole français, notamment par rapport à d'autres marchés en Europe et à l'étranger. Et on va revenir sur les principales mesures dans quelques instants, mais l'une d'entre elles a fait tout particulièrement l'objet de débats, c'est la question d'un pesticide. En effet, parmi les nouvelles mesures, la loi du plomb, elle introduit la possibilité d'utiliser dans certains cas plusieurs pesticides qui étaient jusqu'ici interdits. Plus précisément en fait, c'est certains pesticides de la famille des néonicotinoïdes, on a déjà beaucoup parlé de ça sur la chaîne, et en particulier ici, on parle de l'acétamipride. L'acétamipride, au-delà du fait que c'est pas évident à prononcer, c'est un puissant insecticide qui est censé éliminer les insectes ravageurs, et son utilisation, elle est réclamée par de nombreux agriculteurs, notamment des producteurs de betteraves sucrières qui affirment qu'ils n'ont aucune solution suffisante pour protéger leur culture. On va pas rentrer dans le détail ici, mais le but c'est notamment de lutter pour eux contre le puceron vert, un insecte vecteur d'une maladie qui peut contaminer donc les plantations et réduire donc le rendement pour les agriculteurs. L'autre argument de ceux qui défendent la réautorisation de ce pesticide, c'est que certes, il est interdit depuis quelques années en France, mais il est encore autorisé dans d'autres pays européens. Résultat, la FNSEA, qui est le syndicat agricole le plus puissant aujourd'hui, ainsi que la coordination rurale, dénonce une concurrence déloyale aujourd'hui avec d'autres producteurs européens qui ont le droit à ces pesticides. Alors on va voir pourquoi est-ce que beaucoup de personnes s'y opposent, mais ce qu'il faut donc comprendre ici, c'est que ce pesticide, désormais, il pourrait être utilisé de manière ponctuelle, par décret, au cas par cas, et à condition qu'aucune alternative jugée suffisante ne soit disponible. Et on l'a dit donc, tout cela fait beaucoup de débats, alors que ce pesticide, il avait déjà été interdit en France depuis 2018. Et le premier élément mis en avant par ceux qui s'y opposent, que ce soit de nombreux scientifiques ou encore des organisations de défense de la biodiversité et de l'environnement, c'est que ce pesticide, il est reconnu pour sa toxicité sur les abeilles. Selon l'autorité européenne de sécurité des aliments, seule une dizaine de microgrammes de ce pesticide avalé par chaque abeille pourrait suffire pour tuer net la moitié d'une colonie d'abeilles en l'espace de 48 heures. Et sans revenir en détail là-dessus aujourd'hui, on connaît l'importance capitale des abeilles dans la biodiversité. On peut au passage noter que l'Union nationale de l'apiculture française a qualifié de désastre la réintroduction de ce pesticide dans l'agriculture française. Autre élément aussi que l'on peut noter, plusieurs études récentes mettent en évidence des impacts sévères sur la biodiversité et des possibles effets de ce pesticide sur le cerveau humain. D'autres études suggèrent aussi un lien possible entre l'exposition aux néonicotinoïdes et certains cancers chez l'humain. D'ailleurs, à ce propos, on peut noter que la Ligue nationale contre le cancer, qui s'oppose d'ailleurs à cette loi, a déclaré, je cite, que le principe de précaution n'est pas pris en compte avec une telle loi et que cela pourrait faire courir donc des risques importants pour la population en matière de santé. Mais comme je le disais donc, la question de la réintroduction de ces néonicotinoïdes, ce n'est pas le seul élément que l'on retrouve dans cette loi. Il y a aussi le fait de faciliter la construction de nouvelles méga-bassines. Là aussi, c'est un sujet qui fait extrêmement débat. Ces grands bassins, ils permettent en fait de stocker l'eau en hiver pour l'utiliser sur des cultures en été, pour irriguer donc les cultures en période de sécheresse. Les groupes agricoles le mettent en avant comme une forme de solution face au manque d'eau, mais c'est dénoncé par de nombreuses autres personnes pour leur impact sur l'environnement. Il faut savoir déjà que son impact fait vivement débat puisque ces méga-bassines, elles viennent puiser dans les nappes phréatiques ou
les cours d'eau et donc ça peut aggraver des situations déjà tendues. Certains dénoncent aussi une forme d'inégalité d'accès à l'eau puisque certains y voient une forme de privatisation de l'eau qui pourrait bénéficier à une minorité d'agriculteurs qui ont accès à ces méga-bassines. En tout cas, pour revenir à ce qui change maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un changement en fait sur le statut juridique et donc ce sera désormais plus facile de construire des méga-bassines à partir de maintenant. Enfin, dernière mesure qu'on peut noter, même s'il y en a d'autres, et évidemment je vous mets des liens en description, le texte qui a été voté, il prévoit de faciliter à partir de fin 2026 l'agrandissement ou la création de bâtiments d'élevage intensif. Très concrètement ici, en fait, l'objectif c'est de relever les seuils à partir desquels certains élevages sont soumis à des procédures d'évaluation en matière d'environnement. Donc là, pour dire les choses simplement, si on augmente le seuil sur la taille de ces élevages et pour ces contrôles, ça veut dire qu'il y aura forcément moins de contrôles en matière de normes environnementales notamment. Alors vous l'avez compris, avec ça, il y a un objectif affiché d'avoir moins de normes pour ces élevages, sauf que justement, des ONG de défense de l'environnement et des scientifiques alertent sur le fait que relever ces seuils pourrait conduire à une multiplication des élevages intensifs. Et c'est là en fait un débat important, on le voit au sein même du milieu agricole, entre certaines personnes qui estiment donc qu'il faut baisser les normes et d'autres estiment qu'il faut surtout avoir une transition et changer en fait la façon de produire, avec potentiellement un besoin d'accompagnement beaucoup plus important puisqu'on sait que la situation économique de nombreux agriculteurs elle est extrêmement difficile, mais un besoin aussi, selon certains syndicats agricoles, de maintenir tout de même ces normes pour la santé, pour l'environnement et la biodiversité. Vous l'avez compris donc, cette nouvelle loi, elle fait énormément débat, elle a été vivement contestée, on l'a dit, par les députés de gauche qui se sont massivement opposés à cette loi. Et par exemple, la députée écologiste Delphine Batho estime que c'est une loi poison et un feu vert donné à la destruction écologique. À l'inverse, pour la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, je cite, « La loi du plomb ne constitue pas un recul environnemental. Il s'agit, selon elle, je cite, d'une loi équilibrée et raisonnable. » On peut noter au passage que le gouvernement ne semble pas tout à fait d'accord sur tous les points. Par exemple, Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre de la Transition écologique, elle regrette notamment d'avoir, je cite, perdu sur la question donc du retour de l'acétamipride. Enfin, on le disait, il y a aussi des désaccords avec notamment la FNSEA qui portait de façon importante ce projet. On a pu évoquer ici les raisons, mais il y a d'autres syndicats agricoles, par exemple la Confédération paysanne qui est le 3e syndicat agricole en France et qui s'y oppose. Ils ont d'ailleurs organisé plusieurs manifestations contre la loi, une loi qui selon eux entraîne, je cite, la réintroduction de produits dangereux pour la santé. Enfin, dernier élément que l'on peut noter, dans une tribune scientifique qui a été publiée fin juin dans le journal Le Monde, de nombreux chercheurs au CNRS, qui est donc le plus grand organisme public français de recherche scientifique, ont aussi dénoncé cette loi. C'est donc une loi qui a été adoptée définitivement hier, même si de nombreux parlementaires de gauche ont affirmé travailler actuellement sur le dépôt d'un recours auprès du Conseil constitutionnel, notamment pour atteinte à l'environnement. En parallèle, de nombreuses ONG ont affirmé être prêtes à aller en justice pour contester la loi du plomb. Évidemment, on suivra tout ça. En tout cas, ça me paraissait intéressant d'aborder ce sujet. On avait évoqué l'an dernier, déjà à l'époque, les manifestations importantes des agriculteurs. Et le débat sur cette loi illustre encore une nouvelle fois, des tensions sur le modèle qu'il faudrait développer. Si en l'occurrence, la quasi-totalité des politiques sont d'accord sur le fait que les conditions de travail des agriculteurs sont extrêmement difficiles et que la situation en fait est absolument critique dans de nombreux secteurs, ils ne sont pas d'accord pour autant sur les mesures à mettre en place avec, vous l'aurez compris ici, de nombreuses tensions sur des enjeux de santé et d'environnement. Je vous mets des liens directement en description. Je vous laisse avec Morgane pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le mois de juin 2025 a été le plus chaud jamais enregistré de l'histoire en Europe de l'Ouest, selon l'Institut européen Copernicus, chargé de collecter et de restituer des données fiables sur l'état de la Terre. Concrètement, en Europe de l'Ouest, juin 2025 a connu 2 vagues de chaleur assez longues, intenses et surtout précoces, entre le 17 et le 22, puis à partir du 30. Dans le monde entier, 12 pays ont connu le mois de juin le plus chaud de leur histoire, et juin 2025 a été le 3e mois le plus chaud de l'histoire au global, très légèrement derrière 2024 et 2023. En parallèle, une étude publiée ce mercredi montre que 2 tiers des décès liés à cette vague de chaleur précoce étaient directement liés au dérèglement climatique. Concrètement, l'étude a compté 2300 décès sur 12 villes d'Europe durant la vague de chaleur de juin. Elle prouve que le changement climatique avait augmenté de près de 4 degrés la vague de chaleur et que ces 4 degrés avaient mené à la mort de 1500 personnes sur l'ensemble des décès, soit autour de 2 tiers. On parle de changement climatique plus que de réchauffement, même s'il implique une augmentation
l'augmentation des températures. Il a été prouvé de nombreuses fois par la science qu'il est directement lié à l'activité humaine. Deuxième actu, et je voulais qu'on fasse un point sur les incendies de Marseille et Narbonne dont on a parlé hier. À Marseille, l'incendie a progressé au cours de la soirée et de la nuit. Il est désormais en très nette régression selon une déclaration dans la matinée du préfet des Bouches-du-Rhône et il ne progresse plus même s'il n'est pas éteint. Déclaré mardi, le feu a parcouru plus de 700 hectares, soit l'équivalent de 1000 terrains de football. Il a fait plusieurs dégâts, notamment sur des habitations, mais pas de victimes. On compte tout de même une centaine de blessés, dont des pompiers. La circulation des TGV avait été coupée, mais elle a repris depuis. À Narbonne, dans l'Aude, le feu n'est toujours pas maîtrisé non plus, mais il ne progresse plus. Il ne représente plus de risque pour les habitations, selon le préfet de l'Aude. Ces deux gros incendies ont été couplés à d'autres départs de feu plus petits dans le sud de la France. Selon le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, ces feux pourraient être le prémisse d'un été à haut risque en France. Troisième actu, la Russie a lancé dans la nuit de mardi à mercredi ce qui pourrait être sa plus grande attaque aérienne sur l'Ukraine depuis le début de son invasion à grande échelle en 2022, selon l'Ukraine. Concrètement, on parle de 728 drones et de 13 missiles selon l'armée de l'air ukrainienne. Elle indique aussi avoir intercepté 711 de ces drones et détruit 7 missiles. L'attaque aurait fait 4 impacts sans que l'Ukraine ne précise les dégâts matériels. Elle a fait plusieurs blessés selon les autorités locales. 8 personnes ont été tuées par une attaque russe à l'est de l'Ukraine dans la matinée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a défini l'attaque comme étant massive et a affirmé qu'elle était révélatrice et preuve d'un besoin de sanctions envers la Russie. En tout cas, elle arrive quelques jours après que Donald Trump a annoncé recommencer les envois d'armes vers l'Ukraine. Il avait alors déclaré que l'Ukraine se faisait attaquer très durement en ce moment par la Russie. Les envois d'armes avaient été arrêtés début juillet car les États-Unis étaient inquiets du stock d'armement dans leur pays. Quatrième actu, en France. Des perquisitions ont eu lieu ce mercredi matin au siège du Rassemblement national à Paris, dans des entreprises et au domicile des dirigeants de ces sociétés. Elles interviennent dans le cadre de soupçons sur le financement des campagnes électorales du RN pour la présidentielle et les législatives de 2022 et pour les européennes de 2024, selon le parquet de Paris. Le parquet a précisé vérifier si les financements de campagne ont compté des prêts illégaux de particuliers, qui pourraient en fait être des dons déguisés, ce qui est interdit. Il pourrait s'agir aussi de facturations de prestations fictives qui ont été intégrées par la suite dans les demandes de remboursement forfaitaire par l'État des dépenses de campagne, donc des remboursements abusifs. La tenue de cette perquisition a été annoncée par le président du parti, Jordan Bardella. Il affirme que le parti est victime d'un, je cite, acharnement et qu'il s'agit d'une opération de harcèlement. Mardi, le parquet européen annonçait avoir ouvert une enquête sur le RN et ses alliés européens soupçonnés d'irrégularités financières à hauteur de 4,3 millions d'euros sur 5 ans. Les deux événements ne sont a priori pas liés. Cinquième actu, l'association de consommateurs UFC Que Choisir affirme que 85% des promotions en France sur les sites web sont en fait de fausses promotions destinées à tromper le consommateur. Cette étude porte sur 6 sites majeurs de e-commerce: Amazon, Azos, Cdiscount, Shein, Temu et Zalando. Une promotion est définie par le droit européen comme une réduction sur le prix le plus bas d'un produit les 30 derniers jours. Elle a pour but d'éviter que le prix d'un produit soit augmenté, puis immédiatement baissé pour faire une fausse promotion. Mais selon UFC Que Choisir, ces sites utilisent des techniques détournées pour contourner la loi en jouant sur les mots. Ils affichent par exemple le prix dit moyen ou le prix de vente conseillé. On appelle ça alors un prix de comparaison et pas une promotion. Mais selon l'association, les sites de e-commerce jouent sur la nuance, difficile à déceler pour le consommateur, en particulier avec des codes graphiques semblables. UFC Que Choisir a annoncé saisir la Commission européenne. Sixième actu, en 2024, le smartphone a dépassé pour la première fois le téléviseur comme équipement permettant de visionner des vidéos, selon une étude de l'ARCEP, qui régule les communications électroniques, et de l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel. Le référentiel des usages numériques, publié ce mercredi, s'intéresse à la façon dont les Français consomment le numérique au quotidien. 93% des foyers en France sont équipés d'au moins un smartphone, contre 89% qui possèdent au moins un téléviseur. Les chiffres sont donc à relativiser, car toujours très hauts. Ils ne montrent pas un désintérêt global particulier pour la télévision, d'autant plus qu'elle peut être consommée aussi sur smartphone. En parallèle, le smartphone est l'équipement le plus utilisé au quotidien, y compris pour se connecter à Internet, devant même l'ordinateur. Et enfin, dernière actu, après sa montée très médiatisée de l'Everest en 2024, Inoxtag vient d'annoncer qu'il va tenter de traverser l'océan Atlantique à bord d'un bateau sans moteur. Le youtubeur de 23 ans prévoit une traversée de plusieurs semaines, au cours de laquelle il sera absent des réseaux sociaux. Il indique partir de la France et arriver en Martinique, ce qui fait une distance d'environ 6500 km si on imagine un départ depuis la Bretagne. Inoxtag a précisé qu'il ferait une vidéo pour raconter sa traversée. Merci beaucoup Morgane pour ces actualités en bref, et voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Pour écouter facilement l'actualité cet été, rendez-vous directement en podcast sur Spotify, Apple Podcast ou autre. N'hésitez pas à vous abonner. Si jamais vous avez des retours d'ailleurs sur ce format, continuez à les mettre directement dans les commentaires. On profite là de l'été aussi pour prendre vos retours et voir s'il y a des choses à modifier ou à continuer à améliorer sur ce format. Merci d'être chaque jour plus nombreux. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.